Bienvenue dans Faux Semblant, je suis Karim. Et aujourd'hui, on va parler de quelque chose que vous faites tous les jours sans y penser. Écouter de la musique. Disclaimer obligatoire, ce podcast est une expérience. Tout ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes est faux. Notre objectif, c'est de vous montrer comment une idée absurde peut devenir crédible. On fabrique de la désinformation en direct, et on décortique comment ça marche. 5e épisode, et on ne s'en lasse pas. Avec moi, toujours les mêmes. Victor, notre pseudo-expert qui a un score parfait, 5 sujets, 5 fois Lucie qui bascule, poisson rouge, chat espion, plante qui écoute, miroir qui mente. Et Lucie, notre sceptique attitré, qui a promis, encore une fois, de ne pas se laisser avoir. 4 fois, pas 5, et celle d'aujourd'hui, elle ne passera pas. J'ai révisé mes biais cognitifs ce week-end, j'ai lu des articles, j'ai fait une liste. Tu as fait une liste, c'est adorable. Très bien, Lucie. Garde ta liste à portée de main, tu vas en avoir besoin. On continue le cycle perception et sens. Après les miroirs la semaine dernière, on s'attaque à l'ouïe. Victor, à la fin du dernier épisode, tu as annoncé la couleur. La musique, elle a été inventée par accident ? Pas exactement inventée par accident, découverte par accident. La nuance est fondamentale. Personne ne s'est assis un jour en disant « Tiens, je vais inventer la musique ». La musique est arrivée à nous. Et une fois qu'elle nous a trouvés, on n'a jamais pu s'en débarrasser. L'humanité est devenue dépendante du son. Dépendante du son, comme une drogue. Exactement comme une drogue. Avec les mêmes circuits, les mêmes mécanismes neurochimiques, les mêmes symptômes de sevrage, mais on y viendra. C'est super, ça commence fort. Bon Victor, commence par le début. Comment la musique est-elle arrivée à nous, comme tu dis ? Il faut remonter à environ 40 000 ans. On a retrouvé dans la grotte de Hohlfels, en Allemagne, des flûtes taillées dans des os d'oiseaux et de mammouths. Ce sont les plus anciens instruments de musique connus. 40 000 ans, Lucie. Bien avant l'agriculture, bien avant l'écriture, bien avant les villes. D'accord, ça c'est connu. Les flûtes de Hohlfels. Ça prouve que la musique est ancienne, pas qu'elle a été inventée par accident. Justement, réfléchis à la séquence. Ce sont des os creux, des os d'oiseaux, des os de vautours. Tu sais ce qui se passe quand le vent souffle dans un os creux ? Ça siffle. Ça produit un son structuré, avec une fréquence, une résonance. Les os creux sont des tubes naturels. Et quand des chasseurs-cueilleurs, il y a 40 000 ans, ont entendu le vent siffler dans les carcasses de leur proie, ils n'ont pas inventé la musique. Ils l'ont trouvé. Le son était déjà là, dans la nature, en attente. En attente, comme un piège. C'est exactement le mot. Un piège sensoriel. Parce que ce qui s'est passé ensuite, c'est que ces premiers humains qui ont entendu ce son ont eu une réaction neurochimique immédiate. Leur cerveau a libéré de la dopamine, la molécule du plaisir. Et là, le piège s'est refermé. Stop. La dopamine, je l'attendais celle-là. C'est le joker de tous les pseudo-scientifiques. Oui, la musique provoque de la dopamine. Manger aussi. Se promener aussi. C'est pas parce qu'il y a de la dopamine que c'est une drogue. Tu as raison, la dopamine seule ne suffit pas. Mais ce qui est fascinant avec la musique, c'est l'intensité. Des chercheurs en neurosciences à McGill ont mesuré la libération de dopamine provoquée par la musique. Et les niveaux sont comparables, et parfois supérieurs, à ceux mesurés avec des stimulants chimiques. Comparables à des stimulants chimiques, donc écouter du Mozart, c'est comme prendre de la... Je ne ferai pas l'analogie aussi brutalement, mais neurochimiquement, les mécanismes sont les mêmes. Les circuits de récompense du cerveau s'activent. Le noyau accumbens, le striatum ventral, ce sont exactement les mêmes zones qui s'activent quand on consomme des substances addictives. Mais c'est un raccourci. Ce n'est pas parce que les mêmes zones s'activent que c'est le même phénomène. Quand je mange du chocolat aussi, ces zones s'activent. Le chocolat n'est pas une drogue. Justement, là où c'est différent, c'est la question de la tolérance et du sevrage. Avec le chocolat, tu n'augmentes pas progressivement les doses. Tu n'as pas besoin de manger un chocolat de plus en plus intense pour ressentir le même plaisir. Avec la musique, si. Attends, on augmente les doses de musique ? Pense à ton rapport à la musique. Quand tu écoutes un morceau que tu adores, les premières fois, c'est l'extase. Frisson à chair de poule. Et puis au bout de 50 écoutes, 100 écoutes, l'effet diminue. Tu as besoin de nouveauté, d'un nouveau morceau plus intense, plus complexe. C'est exactement le mécanisme de tolérance qu'on observe avec les substances addictives. C'est de l'habituation, pas de la tolérance. C'est complètement différent. Le terme médical diffère, oui, mais le résultat comportemental est identique. L'individu a besoin de stimuli de plus en plus forts
pour obtenir le même niveau de plaisir. C'est la définition fonctionnelle de la tolérance. Et le sevrage? Tu as parlé de sevrage. Qu'est-ce qui se passe quand on retire la musique? Tu connais les chambres anéchoïques? Ce sont des pièces conçues pour absorber 100% du son. Zéro écho, zéro bruit ambiant, le silence absolu. Les gens qui y entrent tiennent rarement plus de 30 à 45 minutes. Ils décrivent de l'anxiété, de la désorientation. Certains rapportent des hallucinations auditives. Leur cerveau, privé de stimulation sonore, commence à générer ses propres sons, comme un organisme en manque qui hallucine. Le cerveau hallucine du son quand on lui retire le son. Lucie, tu notes ça sur ta liste? Les chambres anéchoïques, c'est le silence total, pas l'absence de musique. C'est pas pareil. Tu peux très bien vivre sans musique, mais avec des bruits ambiants, et tu ne vas pas halluciner. C'est un continuum, Lucie. La musique, c'est la forme la plus structurée, la plus concentrée de stimulation sonore. C'est la différence entre mâcher une feuille de coca et la cocaïne raffinée. Le bruit ambiant, c'est la feuille. La musique, c'est la substance pure. La musique, c'est de la cocaïne auditive. Victor, tu es en forme aujourd'hui. Sauf que la coca détruit des vies, Victor. La musique n'a jamais tué personne. Ton analogie s'effondre dès qu'on pousse un peu. La toxicité n'est pas le critère. On parle de mécanisme, pas de dangerosité. La caféine active les mêmes circuits que la cocaïne, à une intensité moindre. Personne ne nie que la caféine crée une dépendance. La musique, c'est pareil. Un psychoactif doux, omniprésent, invisible. Un psychoactif doux et invisible. J'aime cette idée que toute l'humanité est sous l'emprise d'une substance, et que personne ne s'en rend compte. Ça me rappelle les plantes de l'épisode 3, sauf que là, c'est nous les accros. Mais revenons à la question de l'accident, parce que c'est là que ça devient vraiment intéressant. On a parlé des flûtes en os, mais il faut comprendre pourquoi ces premiers humains ont reproduit le son du vent dans les eaux. Pourquoi ils ont creusé des trous, cherché à moduler les fréquences. Ce n'était pas un choix culturel, c'était une compulsion. Une compulsion. Ils ne pouvaient pas s'en empêcher, c'est ça, comme un addict. Exactement. Leur cerveau avait goûté à la dopamine musicale, et il en voulait plus. Tu sais que le cerveau humain possède des zones dédiées au traitement de la musique. Le cortex auditif, évidemment, mais aussi le système limbique, les émotions, le cervelet, le rythme, et des zones frontales, la structure. Aucun autre stimulus sonore n'active autant de régions simultanément. Pourquoi le cerveau aurait des zones dédiées à la musique si la musique n'est qu'un accident? Excellente question, Karim. Et c'est là que la causalité s'inverse. L'interprétation classique, c'est l'humain a inventé la musique parce que son cerveau le permettait. Mon hypothèse, c'est l'inverse. Le cerveau s'est adapté à la musique parce qu'il y a été exposé accidentellement. La musique a façonné le cerveau, pas l'inverse. Ah non, 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 ça c'est de la causalité inversée pure et dure. C'est comme dire que les poumons ont été créés par l'air et pas l'inverse. Mais les poumons ont été façonnés par l'air, Lucie. C'est exactement ça, l'évolution. L'environnement façonne l'organisme, l'air existait avant les poumons, et le son structuré, la musique, existait dans la nature avant que nos ancêtres ne développent les circuits cérébraux pour le traiter. Le vent dans les eaux, dans les roseaux, dans les cavernes, le son nous a trouvés. Le son nous a trouvés. J'adore cette phrase. Lucie, tu fais quoi avec ta liste là? Ma liste est toujours là. Causalité inversée, détectée. Analogie trompeuse, musique en drogue, détectée. Je ne bascule pas. On n'en est qu'au début, Lucie. Justement. Victor, tu nous parles de 40 000 ans. Mais toutes les civilisations humaines ont développé la musique, non? Même celles qui n'ont jamais été en contact les unes avec les autres. Absolument. Et c'est l'argument le plus puissant. On ne connaît aucune civilisation humaine, passée ou présente, qui n'ait pas développé une forme de musique. Les aborigènes d'Australie, isolés pendant 50 000 ans, les tribus amazoniennes non contactées, les civilisations mésopotamiennes, les Inuits, partout, la musique. Mais ça peut simplement vouloir dire que c'est un trait humain universel, comme le langage. On n'appelle pas le langage une drogue. Le langage a une fonction adaptative évidente, communiquer pour survivre. La musique, en revanche, n'a aucune utilité biologique directe. On ne survit pas mieux en écoutant de la musique. On ne chasse pas mieux, on ne se reproduit pas mieux, on ne se protège pas mieux. Le langage est un outil. La musique est un parasite sensoriel qui a détourné nos circuits de récompense. Un parasite sensoriel. On est passé de la musique c'est de la cocaïne à la musique c'est un parasite. Lucie, je vois ton visage. Tu hésites? Je n'hésite pas. L'argument sur l'universalité est intéressant, je le reconnais. Si la musique n'a aucune utilité de survie, pourquoi toutes les civilisations l'ont développée? C'est une question légitime. Ça commence.
je reconnais cette phase. C'est une question légitime. Chez Lucie, c'est le premier signe du basculement. Non, c'est pas parce que je reconnais qu'une question est intéressante que je bascule. Je peux trouver un argument séduisant et quand même le rejeter. Et c'est tout à ton honneur. Mais laisse-moi ajouter un élément. Les bébés, les nouveau-nés réagissent à la musique avant même de comprendre le langage. Un bébé de quelques jours distingue une mélodie consonante d'une mélodie dissonante et préfère la consonance. Personne ne lui a appris. C'est câblé, c'est neurologique. Ça, c'est vrai. Les bébés réagissent à la musique très tôt. Mais ça ne prouve pas que c'est une dépendance, ça prouve que c'est un trait inné. Exactement. Un trait inné. Mais inné ne veut pas dire bénéfique. Les circuits de dépendance aussi sont innés. La capacité à devenir dépendant est câblée dans notre cerveau. Ce n'est pas un bug, c'est un feature, comme diraient les informaticiens. La musique exploite ce câblage depuis 40 000 ans. Victor, j'ai une question un peu provocatrice. Si la musique est une drogue, alors l'industrie musicale... L'industrie musicale est un cartel, le plus grand réseau de distribution de substances psychoactives de l'histoire de l'humanité. Et personne ne l'appelle ainsi parce que la substance qu'il distribue est socialement acceptée. N'importe quoi. Spotify n'est pas un dealer. Analyse la mécanique. Spotify te propose un flux continu de musique personnalisé, optimisé par algorithme pour maximiser ton temps d'écoute. Ils analysent tes réactions, tes skips, tes replays pour te donner exactement la dose dont tu as besoin. C'est littéralement le modèle économique d'un dealer, rendre le client dépendant et optimiser la distribution. Et les écouteurs dans tout ça? Parce que quand tu y penses, un casque audio, c'est un appareil qu'on se fixe sur la tête pour s'injecter du son directement dans le cerveau. Exactement, les écouteurs sont la seringue. Regarde l'évolution. On est passé des salles de concert, l'équivalent d'une fumerie d'opium collective, au Walkman, puis au iPod, puis aux AirPods. À chaque génération, le dispositif est plus petit, plus discret, plus intime, plus proche du cerveau. L'administration est de plus en plus directe. Mais c'est juste de la miniaturisation technologique. Tout se miniaturise. Les téléphones, les ordinateurs, les caméras. Ça n'a rien à voir avec l'idée de se rapprocher du cerveau. Sauf que les téléphones ne sont pas conçus pour être insérés dans ton corps. Les écouteurs intra-auriculaires, si, tu les mets dans ton conduit auditif. C'est littéralement une interface cerveau-machine sonore. Et les concerts, Victor? Si la musique est une drogue, un concert c'est quoi? Un concert est une consommation collective ritualisée. Pense aux caractéristiques. Une foule rassemblée dans un espace clos, un état modifié de conscience partagée, des comportements qu'on n'aurait jamais individuellement, crier, pleurer, danser avec des inconnus. Le volume est poussé au maximum pour saturer les récepteurs. Les lumières sont conçues pour amplifier l'effet. C'est une cérémonie de la dose maximale. D'accord, là, je déteste le dire, mais l'image du concert comme rituel collectif de consommation, c'est assez frappant. Lucie qui dit « C'est assez frappant. On avance, on avance. » Lucie, je te vois froncer les sourcils. Mais pas de la même façon qu'au début. Tu fronces plus en mode réflexion qu'en mode indignation. Je réfléchis. Oui, mais réfléchir n'est pas basculer. L'analogie est construite de manière cohérente, je le reconnais. Mais une analogie cohérente n'est pas une preuve. Très bien. Alors quittons l'analogie et parlons de comportements observables. Tu connais la musique que tu mets quand tu es triste ? Oui, bien sûr, tout le monde fait ça. Exactement, tout le monde fait ça. Quand tu es triste, tu ne mets pas de la musique joyeuse, tu mets de la musique triste. Tu choisis un stimulus qui correspond à ton état émotionnel et qui l'amplifie. C'est exactement ce que fait quelqu'un qui utilise une substance pour moduler son état psychique. La musique est un régulateur d'humeur auto-administré. Un régulateur d'humeur auto-administré. Ça ressemble à une définition pharmaceutique. D'ailleurs, des études récentes montrent que la musique réduit le cortisol, l'hormone du stress. Elle module la production de sérotonine, elle peut ralentir le rythme cardiaque. Ce sont exactement les effets qu'on attend d'un anxiolytique. La musique est un médicament sans ordonnance que 7 milliards de personnes consomment quotidiennement. Bon, d'accord. Les effets physiologiques sont réels, la musique réduit le cortisol, oui, ça c'est documenté. Et oui, on utilise tous la musique pour réguler nos émotions. C'est un fait. Lucie, tu es en train de dire que Victor a raison sur les effets de la musique? Sur les effets, oui. Les faits sont les faits. Mais la conclusion, que c'est une drogue, que c'est un accident, que l'humanité est dépendante, ça non, ce n'est pas parce que les ingrédients sont vrais que le plat rend comestible. Mais alors, explique-moi une chose. Si la musique n'est pas une forme de dépendance, pourquoi est-ce que les gens paniquent quand ils oublient leurs écouteurs ? Pourquoi est-ce que perdre sa playlist provoque une vraie détresse ?
Pourquoi est-ce qu'on ne supporte pas le silence? C'est du confort, de l'habitude. L'habitude qui provoque de l'anxiété quand on la rompt, Lucie, ça a un autre nom en psychologie. Ça s'appelle une dépendance comportementale. Aïe, Lucie, il t'a eu là, je l'ai vu dans tes yeux. Il ne m'a pas eu. Mais c'est vrai que quand j'oublie mes écouteurs, je suis de mauvaise humeur toute la journée et c'est vrai que c'est disproportionné par rapport à l'enjeu. Et c'est toute la beauté du piège. On ne peut pas le voir parce qu'il est partout. Chaque civilisation, chaque culture, chaque être humain est exposé à la musique dès la naissance. On ne peut pas imaginer un monde sans musique parce que le sevrage collectif serait insupportable. La dernière fois que l'humanité a vécu sans musique, c'était avant les premières flûtes en os, avant que le piège ne se referme. C'est troublant quand même. Et voilà, là, c'est troublant quand même. Épisode 5, Lucie bascule encore. Non, j'ai dit troublant, pas convaincant. Ce n'est pas pareil et j'avais une liste. La liste, La liste a pris la porte il y a 10 minutes, Lucie. On l'a tous vu. 5 sur 5. Bon, il est temps de faire ce qu'on fait toujours dans Faux Semblant. Démonter la machine. Parce que tout ce que Victor vient de vous raconter, et qui était très convaincant, bravo, est faux. Enfin, pas entièrement faux, et c'est là tout le problème. On va décortiquer les 3 mécanismes que Victor a utilisés pour nous manipuler. Et le premier, c'est le plus vicieux, parce qu'il s'appuie sur des faits réels. Le grain de vérité. Oui, et c'est volontaire. Chaque fait que j'ai cité est vrai. La musique active les circuits de récompense. Vrai. La dopamine est libérée. Vrai. Les flûtes de Schoenfels datent de 40 000 ans. Vrai. Le vent produit du son dans les eaux creux. Vrai. Toutes les civilisations ont de la musique. Vrai. La musique réduit le cortisol. Vrai. Les bébés réagissent à la musique. Vrai. donc tout est vrai. Les faits sont vrais. La conclusion est fausse. Et c'est exactement ça, le grain de vérité. C'est le mécanisme de désinformation le plus efficace. On ne ment pas sur les faits. On ment sur ce qu'ils signifient. On prend des éléments vérifiables et on les assemble dans un récit qui mène à une conclusion fausse. L'auditeur vérifie les faits, les trouve vrais et accepte la conclusion sans la vérifier séparément. C'est pour ça que Lucie a basculé. Elle reconnaissait les faits, dopamine, cortisol, universalité, et son cerveau a accepté le récit qui allait avec, même si le récit ne découlait pas logiquement des faits. C'est exactement ça. À chaque fait vrai, ma résistance baissait d'un cran et au bout du 5e fait vérifié, j'ai arrêté de vérifier la conclusion. Le deuxième mécanisme, et c'est le plus subtil de cet épisode, la causalité inversée. La causalité inversée, c'est quand on retourne la relation de cause à effet. Dans mon récit, j'ai dit « la musique a façonné le cerveau ». En réalité, c'est le cerveau humain et son évolution qui a permis l'émergence de la musique. Le cerveau est la cause, la musique est l'effet, mais en inversant, j'ai transformé la musique en agent actif, en force extérieure qui nous a piégés. C'est beaucoup plus dramatique, beaucoup plus narratif. Et pourquoi ça marche si bien? Parce que la corrélation est réelle. La musique ET, les circuits de récompense existent. Le cerveau traite la musique ET, libère de la dopamine. Mais corrélation n'est pas causalité. Deux phénomènes peuvent coexister sans que l'un cause l'autre. Et notre cerveau est câblé pour chercher des liens de causalité partout, même là où il n'y en a pas. C'est un raccourci évolutif. Si le buisson bouge et qu'il y a un tigre, fuir. On n'attend pas la preuve de causalité. Mais ce raccourci, hors de la savane, nous rend vulnérables. Et c'est pour ça que quand il a dit le son nous a trouvés, ça sonnait tellement bien. Parce qu'on aime les histoires en fait avec un agent, un acteur. On préfère, non, la musique nous a piégés, mais le cerveau a évolué et la musique en est une conséquence. La deuxième version est vraie, mais ennuyeuse. Et le troisième mécanisme? L'analogie trompeuse. Musique égale drogue. C'était le fil rouge de tout l'épisode. L'analogie musique-drogue fonctionne parce qu'il y a de vraies similitudes neurochimiques. Les mêmes zones s'activent, c'est un fait. Mais une analogie, par définition, compare deux choses différentes. Et les différences sont plus importantes que les similitudes. La musique ne détruit pas les récepteurs neuronaux. Elle ne crée pas de dépendance physique avec syndrome de sevrage médical. Elle n'entraîne pas d'overdose. Elle n'a pas de dose létale. Mais l'analogie est si séduisante qu'on oublie de vérifier ces différences. Et l'industrie musicale comme cartel, les écouteurs comme seringue, une fois que l'analogie de base est acceptée, tout le système s'auto-alimente. Chaque nouvelle comparaison renforce les précédentes. C'est un château de cartes, mais tant que la première carte tient, tout paraît solide. Et moi, j'ai accepté la première carte. Quand j'ai admis que les effets physiologiques étaient réels, j'ai ouvert la porte au reste. Ma liste de biais, ça n'a servi à rien, parce que Victor n'a pas menti sur les faits.
Il a menti sur leur assemblage. Et c'est la leçon de cet épisode. La désinformation la plus efficace ne repose pas sur des mensonges. Elle repose sur des vérités mal assemblées, des faits réels plus une causalité inversée plus une analogie séduisante. Et vous obtenez un récit qui résiste à la vérification superficielle. Et c'est pour ça que faites vos propres recherches ne suffit pas. Si vous googlez musique dopamine, vous trouverez que c'est vrai. Si vous googlez musique cortisol, vous trouverez que c'est vrai. Et vous pourriez conclure que Victor avait raison. Parce que les faits sont vrais, c'est la conclusion qui est fausse. Et ma promesse de ne pas basculer, je l'avais écrite en gras sur ma liste. Et pourtant, j'étais prévenue, préparée, armée de mes biais cognitifs. Et ça n'a pas suffi, parce qu'on ne peut pas se prémunir en connaissant juste le nom du biais. Il faut comprendre comment il fonctionne en temps réel dans le flux d'une conversation. Si vous avez douté, même un instant, alors vous venez d'expérimenter un mécanisme de désinformation. Et c'est normal. Lucie avait une liste, vous avez probablement votre propre esprit critique. Mais quand les faits sont vrais et seule la conclusion est fausse, même les plus vigilants se font avoir. Et c'est exactement comme ça que fonctionne la désinformation dans le monde réel. Dans le prochain épisode de Faux Semblants, on clôt le cycle perception et sens. Victor va tenter de nous convaincre que les couleurs n'existent pas, et que votre cerveau invente tout ce que vous voyez. Et cette fois, je ne bascule pas. J'abandonne la liste, j'abandonne la préparation, je vais juste dire non à tout. Dire non à tout, c'est une stratégie. On verra si elle tient face aux couleurs. Faux semblant, restez sceptique.